Votre déclaration de revenus, elle a dû arriver, ou soit elle va arriver dans votre boîte aux lettres dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On nous avait promis de la simplification. Est-ce qu'elle est au rendez-vous ou pas? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? On en parle avec Maître Jérôme Barret. Bonjour Maître. Bonjour David. Avocat associé au cabinet Franklin. Il y a le prélèvement à la source, je sais que vous adorez le prélèvement à la source, il a vitupéré pendant longtemps, mais voilà, c'est une réalité. D'ailleurs, il n'y a pas eu de quoi particulier, vous qui nous disiez ça sera terrible, pas du monde. Non, on est au début. On est au début du problème. Bon, on doit quand même toujours se taper cette corvée de vérifier ou de remplir sa déclaration de revenus. Ça ne change pas, malgré, on pourrait dire prélèvement à la source, l'État c'est tout, mais non, il ne sait pas tout. Bon, première année, donc il faut de toute façon vérifier. Et deuxièmement, la déclaration pré-remplie, et si vous n'êtes, si je puis dire, que salarié, ce qui n'est pas péjoratif, et que vous n'avez pas une multitude de types de revenus, les choses vont être beaucoup plus simples. Ça, on est d'accord. Donc aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on doit valider concrètement dans ce qui est pré-rempli? On a plusieurs. Alors, ce qu'on doit valider, c'est, dans ce qui est pré-rempli, ce sont les revenus, l'impôt sur le revenu concernant les salaires. C'est aussi les informations qui sont fournies par les banques. Mais ce sont des informations qui sont fournies par les banques françaises. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez des revenus étrangers, un bout de dividende ou un bout de rachat de contrat d'assurance vie à l'étranger, ça ne figure pas sur votre pré-rempli, donc il faut aller vérifier ça. Et puis, il va falloir, comme on est sur une année de transition, nous sommes passés d'une année taxée à une année dite blanche à une année qui va devenir taxée, c'est là où il faut être très attentif. Premier sujet, c'est qu'on a des textes fiscaux qui définissent notre régime, et pour cette année blanche, il y a eu un artifice technique, si je puis dire, qui était de passer un crédit d'impôt qui s'est imputé sur le revenu. On calcule l'impôt, mais on lui applique un crédit d'impôt. Crédit d'impôt pour la CIMR, c'est ça? CIMR. Crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Voilà. La modernisation du recouvrement, c'est pas faux. Donc, premièrement, il faut déjà être bien conseillé pour savoir comment les choses vont se passer. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a des difficultés au fait qu'il y a des variations de revenus. Et ces variations de revenus, on va regarder si vous n'avez pas profité de cette année pour avoir un crédit d'impôt pour moderniser le recouvrement, qui soit plus élevé que ce auquel vous pourriez prétendre de façon habituelle. Donc il y a 4 exemples qu'on va citer. Le bonus qui est versé aux salariés. Donc soit c'est un bonus, on va regarder si ce bonus il est habituel. Bonus prime. Bonus prime. D'accord, ouais. La première question qu'on va regarder, c'est est-ce que ça figure dans le contrat de travail? Si ça ne figure pas dans le contrat de travail, ça peut poser une difficulté. La deuxième chose, c'est si il est prévu par le contrat de travail. On doit le remplir soi-même ou il est pré-rempli? Ah non, il n'est pas enfin, il va être pré-rempli par l'entreprise, puisque elle vous fait une rémunération entre le 1er janvier et le 31 décembre. Tout ce qui est compris entre le 1er janvier et le 31 décembre est déclaré aux autorités fiscales. Ce qui est salaire et ce qui est prime. De ce qui est prime. Si vous avez une prime qui est, si je puis dire, au doigt mouillé, vous avez été un bon garçon, on vous donne une bonne prime, mais on ne l'explique pas pourquoi. En fait, on peut l'expliquer parce que vous êtes allé tirer la jambe de votre patron en disant, vous savez, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait ça. Et on vous dit, oui, mais l'administration va dire, est-ce que c'est prévu par votre contrat de travail? C'est prévu. Mais est-ce que les modes de détermination ont été prévus? Là, ils ne sont pas prévus. Là, vous pouvez avoir une discussion avec l'administration fiscale pour savoir si ce bonus est normal ou pas normal, habituel ou pas habituel. Si vous touchez... Donc, il faut distinguer ce qui est normal de ce qui est exceptionnel. Oui, parce que ce qui est exceptionnel va devenir taxable. Premier sujet. Deuxième sujet, vous êtes également un dirigeant de société. Et le dirigeant de société, il y a un petit focus particulier. Peut-être que ça peut vous concerner, David, je ne sais pas. Il y a un focus particulier parce que le texte est orienté de telle sorte qu'on peut avoir l'impression que les dirigeants tirent un peu sur la corde, donc on les vérifie plus particulièrement. Et c'est la même chose, on va regarder si vous avez des rémunérations habituelles. Et on fait en fait un calcul, cette fois-ci, non pas en fonction de votre contrat de travail, mais sur plusieurs années, c'est ça. De 2015 à 2017, et on va regarder si 2018 est comparable. Il n'y a pas un petit saut là dans le... Voilà, comme par hasard, vous auriez une rémunération plus élevée. C'est la même chose si vous êtes commerçant, si vous êtes agriculteur ou si vous êtes une profession libérale. On va regarder si oui ou non l'année 2018 est une année comparable. Si l'année 2018 est plus élevée, eh bien... Mais jusque dans quel ordre? On fait une moyenne, si vous voulez. On va regarder sur si cette année est la plus élevée. Si vous avez une année qui est plus élevée... Mais de quoi? Plus élevée, c'est quoi? C'est 5%, 10%, 20%? Non, on va faire une moyenne et on va regarder ce qui s'augmente par rapport à cette moyenne. Ah, on fait la moyenne, on regarde 2018, on fait une moyenne sur 3-4 ans, c'est ça? On va regarder, en fait, pour ce qui est des commerçants, on va faire, c'est pas tout à fait la moyenne, on va regarder le bénéfice que vous avez fait en 2018 par rapport à l'année la plus élevée qui est comprise entre 2015, 2016 et 2017. Donc si vous avez des années assez élevées et une année inférieure en 2018, pas de souci. Si vous avez une année équivalente en 2018 aux années 2015, 2016 et 2017, pas de souci. Mais si vous avez une année 2018 qui est supérieure, voire nettement supérieure
aux années précédentes, la fraction qui est supérieure n'est pas comprise par le CIMR, elle est taxable. Et la difficulté aussi, c'est que c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre la responsabilité, de déclarer. On doit soi-même distinguer ce qui est un revenu habituel, ordinaire, non taxé, d'un revenu exceptionnel. On a plusieurs cas de figure. Le salarié, le dirigeant, les revenus qui sont perçus par les professions dites libérales, commerçants, agriculteurs, professionnels, mais ça peut concerner également les retraités. Parce que dans les retraités, vous avez des indemnités de départ en retraite. Vous avez des pensions de retraite qui sont versées, ou vous pouvez faire des rachats. Quand vous êtes à l'étranger, on vous donne par exemple ce qu'on appelle une lump sum, c'est un montant. Est-ce que ça va être considéré comme un revenu ordinaire? Donc ça, c'est à vous d'en prendre la responsabilité, donc d'être bien conseillé pour savoir ce que vous allez faire. Pour l'histoire du bonus et de la prime, quand même, c'est hallucinant. Et la difficulté en plus, c'est que, ou du moins, l'administration a pris une sécurité supplémentaire, c'est que le droit de reprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel l'administration peut revenir en arrière. C'est normalement 3 ans plus l'année en cours. Là, on a mis une année supplémentaire. Donc si vous faites le zouave, si vous vous faites mal conseiller, si vous faites un pari, ce pari risque de ne pas être couronné de succès. Je pense au chef d'entreprise qui prend 5% de rémunération en plus sur l'année. Il faudra qu'il le justifie. Alors, est-ce que c'est une progression qui se... Mais théoriquement, elle est taxable. Et s'il n'est pas d'accord, parce que l'administration peut s'en rendre compte, il va falloir qu'il aille procéder à déposer une réclamation. Voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, on nous a dit que ça serait plus simple la déclaration avec le prélèvement à la source. Ça l'est pas. Il y a un autre piège après pour ceux qui ont des revenus, des gains financiers, des revenus du capital, comme on dit. Il y a la taxation. Comment c'est taxé? Alors, il y a la flat tax, évidemment. On nous a dit c'est merveilleux, 30% prélèvements sociaux inclus. Mais on peut opter soit pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Le choix entre flat tax et barème progressif de l'impôt sur le revenu n'est pas si clair. Alors, il est clair, mais il n'est pas simple. Quand on est milliardaire, il n'y a plus de sujet. Au millionnaire, il n'y a pas de sujet, évidemment. Non, mais c'est ça. Quand on est milliardaire, on prend la flat tax. Il y a plusieurs sujets. Donc, dividendes, intérêts, gains en capital ou plus-value. Le principe, c'est la flat tax. C'est le principe. Ça veut dire que taxation à 12,8 d'impôt sur le revenu, à 17,2 de prélèvements sociaux, 30%. Mais vous pouvez, si vous déplacez un certain montant, 500 000 ou 1 million de revenus, c'est déjà de beaux revenus, 4% en plus. Donc, vous pouvez être taxé à 34%. Si vous optez, vous avez une possibilité d'opter. À défaut? C'est vous qui optez, pas à défaut, c'est un calcul que vous allez faire. Si vous optez, vous avez tranche marginale 45%, plus prélèvements sociaux 17,2, plus éventuellement la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les revenus, 4%, 62,2 plus 4, ce qui vous fait 66,2. 30% d'un côté, 62% de l'autre. Pas juste, parce que vous pouvez bénéficier d'un abattement de 40% pour les dividendes. Ah oui. Et oui. Pour les gains en capital, vous pouvez aussi tenir compte d'une durée de détention. Si vous avez des titres acquis avant 2018. Donc il n'y a pas de règle. Alors, première chose, vous devez regarder cas par cas. Donc vous regardez si vos dividendes, si en fonction de votre taux moyen, votre taux de tranche marginale. Le deuxième sujet, c'est que vous ne pouvez pas dire, tiens, bon, cette année, mes dividendes, je vais prendre 30%, mes gains en capital, je vais prendre 30%. Non. Oui, je vais prendre le prélèvement ordinaire. Non. Vous devez faire une analyse cas par cas pour savoir comment vous allez calculer. Mais au global. Donc c'est tout ensemble intérêt dividende, plus-value à 30%, ou alors tous ensemble le régime ordinaire de l'impôt sur le revenu. Donc, et on ne peut pas distinguer encore une fois en disant, bah, tiens, au-delà de 50 000 euros de gains financiers, il y a des magnifiques tableaux que je ne montre pas, mais qui vous obligent à regarder ces calculs. C'est très minutieux. Là, vous pouvez vous tromper. Pour beaucoup de Français, il sera plus intéressant, notamment quand on n'est pas millionnaire, d'opter pour l'impôt sur le revenu, sur le barème progressif, et non pas la flat tax. C'est ça derrière la question. Oui. D'accord. Donc c'est pas évident. Non, c'est pas du tout évident. Il faut vraiment aller faire son calcul. Bon, il y a un autre piège. Là, on parle pour le coup de celles et ceux qui sont à l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a un petit point particulier sur cette flat tax, c'est que le mécanisme de l'allée blanche, ils disent que nous dit que les revenus qui restent imposables sont imposables au taux moyen d'imposition. Ce qui est parfois plus favorable que le taux marginal. Donc, en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour les revenus et les gains en capital que je viens de citer, les revenus peuvent être imposés moins fortement en 2018 grâce à ce mécanisme. Donc, vous avez un nouveau critère qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas uniquement le seuil que je vous ai donné, la tranche marginale à 45%, plus 17,2, mais ça peut être le taux moyen qui est donné par ce mécanisme de l'allée blanche.
Donc il faut aller un peu au-delà de ce que je viens de vous dire. Bonjour, le degré de complexité. Vous vous disiez tout à l'heure que je n'étais pas content parce que ça allait rendre les choses plus compliquées. Ça les rend plus compliquées. Ceci explique cela. Dernier point, encore une fois, sur l'impôt sur la fortune immobilière. Pas tout à fait encore, pardon oui, d'insister, oui. mais après ça impacte évidemment la gestion de votre trésorerie. Ouais. Puisque votre trésorerie, elle va dépendre, pour notamment si vous avez 2018, qui est un peu plus importante, Ouais. c'est elle qui va fixer les prélèvements que vous aurez au titre de 2019. Ouais. Donc tout s'enchaîne. Ok. Voilà. Donc voilà. Et Pour cette partie-là, voilà ce qu'on peut dire. Bon, dernier mot encore une fois sur l'impôt sur la fortune immobilière. Il n'y a pas un risque de hausse de la facture? Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'à partir du moment, et ça c'est une idée très générale, où on attaque, puisqu'il est attaqué l'IFI d'une façon générale, si on réfléchit gilet jaune, si je puis dire, clairement l'administration va avoir beaucoup d'acuité sur le sujet. Deuxièmement, elle nous dit, vous n'aviez peut-être pas la règle du jeu, vous n'aviez peut-être pas les comparables, parce que c'est par comparaison qu'on analyse la valeur des biens immobiliers. Maintenant, je vous autorise à aller voir, ce qui est une bonne chose. Mais donc, si je vous autorise à aller voir les éléments qui vont vous permettre de dire, voilà, parce qu'on n'est pas des experts immobiliers, mais mon appartement, mon immeuble, ma maison peut valoir à peu près tant, il faut bien s'attendre à ce qu'on vous dise, on vous a donné la règle du jeu, les clés pour y arriver, et si vous ne le faites pas correctement, là, on vous va parlez vous sanctionner. de la base de données, encore une fois. De la base de données, la base biens, auxquelles seuls les professionnels, les notaires ou l'administration peuvent avoir Depuis accès. quelques jours, c'est ça, on a 15 millions de données. Voilà. Le fisc ouvre sa base de données en disant, voilà, toutes les transactions immobilières à côté de chez vous, vous pourrez voir à quel prix elles se sont faites. Il y avait déjà, on se souvient, Patrimoine, qui était sorti, qui était déjà un peu le même outil, mais il fallait se renseigner sur son identifiant fiscal, on pouvait pas y aller autant de fois qu'on voulait. Là, avec ça, on pourra mieux estimer son bien immobilier dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Le principe pour l'évaluation des biens de cette nature, c'est la méthode par comparaison de biens dits intrinsèquement comparables. Donc si vous avez un appartement à Knott-le-Zout, c'est pas en France, mais si vous avez un appartement à Arras, vous allez vérifier dans le secteur dans lequel vous êtes les appartements qui sont comparables, strictement comparables. L'orientation, l'étage, la qualité, la vétusté, etc. Et c'est ça qui va vous donner les éléments que vous allez pouvoir rechercher. Alors, ce qu'on utilisait aussi assez facilement, c'était le site meilleuragent.com, qui est assez bien fait et qui donnait déjà une... Donc vous pouvez avoir plusieurs éléments aujourd'hui, et l'administration fiscale va dire, écoutez, moi je suis désolé, vous avez mal fait votre évaluation, donc je vous sanctionne. Et il faut faire attention parce que la sanction peut nous amener à considérer que si vous êtes vraiment trop minorant par rapport à la vraie valeur, qu'on vous applique des pénalités pour manquement délibéré de 40%. Ce qui est pas rien. Et vous savez que si vous vous faites ramasser à l'intérieur d'un délai de 6 ans, 2 fois à 40% pour un montant de 100 000 € d'impôts éludés, vous passez directement, votre dossier passe directement au parquet, dans la procédure pénale. Donc il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses. À l'évaluation, encore une fois, de ces biens immobiliers, quand on est assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc l'IFI n'est pas une petite chose. Donc si vous voulez appliquer des décodes, vous pouvez, des codes pour indivision, des codes pour vétusté, mais ayez tous les éléments justificatifs, parce que vous pouvez aussi appliquer des décodes. Voilà, en tout cas pour cette déclaration de revenus, oui. Le dernier point, cher allez, David, c'était le plafonnement de l'IFI. Oui. Et on s'est dit, voilà, année blanche, vous vous souvenez que la formule qui permet le plafonnement, c'est impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux, plus différentes taxes. Ne doit pas être supérieur à 75% du revenu. Ouais. Si vous n'avez pas de revenu, mécaniquement, ça fait remonter l'IFI. Mais mécaniquement, vous êtes toujours plafonné à 60 sur un an, mais mécaniquement, vous êtes quand même toujours plafonné à 75% du revenu. Ouais. Donc, concrètement, il faut regarder, mais pratiquement, probablement peu de personnes vont être concernées par ça. Mais il n'empêche que, pour les personnes qui ont un revenu supérieur, blaum, ça c'est une année qui va coûter cher. Bon, dernier truc, on se dit la suppression, encore une fois, de cette déclaration de revenus. On nous a parlé de 2020 pour certains contribuables. On n'y est pas encore. Hein. Quand on voit tout ça, on se dit qu'on n'y est pas encore. Aux États-Unis, c'est le même principe et je crois que 93% des Américains déposent quand même une déclaration récapitulative de ce qui a été fait. Voilà. Pour deux raisons. Complexité du type de revenu, première raison. Deuxième raison, être sûr que ce qu'on a fait, c'est bien la réalité. Voilà. En tout cas, nous en France, alors, il y a cette déclaration de revenus qui est arrivée et qu'il va falloir quand même scruter de près parce qu'entre ce qui est pré-rempli qu'il faut vérifier et puis distinguer les revenus ordinaires, exceptionnels, flat tax ou barème de l'impôt progressif pour l'impôt sur la fortune, enfin voilà. En fait, toutes les situations, si je puis dire, un peu anormales, départ à la retraite, primes, etc., tout ça, il faut le vérifier avec soin. Voilà qui est clair. Merci pour ces conseils. Signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Merci beaucoup. Merci David.